Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Claude Boudreau et je serai votre présentateur pour la présentation d'aujourd'hui, dont le titre est Les modalités de traitement pour les personnes atteintes de maladies rénales. Avant de débuter, je voudrais vous donner quelques précisions sur la façon dont vous allez pouvoir participer pleinement à l'activité d'aujourd'hui. Par défaut, l'écoute de notre présentation sur votre ordinateur va se faire à l'aide de votre système audio et de vos haut-parleurs. Si vous préférez vous joindre à nous par téléphone cellulaire, cliquez sur la flèche indiquant Sourdine activée ou désactivée, soit Mute ou Unmute, au bas de l'écran de Zoom. Ensuite, sélectionnez Quitter audio ou Leave Computer Audio, puis activez Appel Phone Call et suivez les instructions pour établir la communication. Vous allez pouvoir texter vos questions à nos deux invités en les écrivant dans le volet Questions du panneau de contrôle. Vous pouvez nous envoyer vos questions à tout moment au cours de la présentation et nous allons les regrouper pour y répondre durant le volet Questions-réponses dans la dernière partie de notre webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui va faire l'objet d'un enregistrement et vous recevrez un courriel de suivi dans les 24 ou 48 heures avec un lien pour visualiser ce dernier. Suivant. Alors, le thème du webinaire d'aujourd'hui est les modalités de traitement pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. Au premier stade de la maladie rénale chronique, des changements à nos habitudes de vie, davantage d'exercice, cesser de fumer, diminuer le sel, une bonne gestion des autres problèmes de santé et quelques médicaments peuvent parfois suffire pour ralentir la dégradation des reins. Pour bien des gens, c'est tout le traitement nécessaire pendant des années ou toute leur vie. Par contre, si leur fonction rénale continue de décliner, ils pourraient commencer à présenter des symptômes de maladie rénale. C'est différent pour chaque personne, mais pour la plupart, l'apparition de ces symptômes a lieu lorsque la maladie rénale devient grave. À ce moment-là, il faut discuter d'options de traitement supplémentaires avec son équipe de soins. Il y a beaucoup à apprendre et à comprendre pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. En cas d'insuffisance rénale, il existe plusieurs options de traitement, dont les soins de soutien sans dialyse, soit les soins rénaux conservateurs, peut-être la greffe ou différentes formes de dialyse peuvent être aussi envisagées. Ce webinaire vise à informer les personnes placées devant ces choix de traitement afin qu'elles puissent en discuter avec leur équipe de soins très rapidement. Ainsi, elles auront le temps de se préparer, de planifier le futur et d'opter pour le meilleur traitement en fonction de leur mode de vie, de leur santé ou de leur situation personnelle. La Fondation canadienne du Rein tient à remercier les commanditaires suivants pour leur appui financier sans restriction qui a permis la réalisation de ce webinaire. La société AstraZeneca, Horizon, Otsuka et Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme. J'aimerais maintenant vous présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui. Le docteur Émilie Trine est nephrologue. Elle a obtenu son doctorat en médecine en 2015 à l'Université McGill, en plus d'y effectuer sa formation postdoctorale en médecine interne et en nephrologie. La docteure Trine a ensuite complété un stage boursier clinique en dialyse à domicile à l'Université de Toronto. Elle détient également une maîtrise de recherche en épidémiologie clinique axée sur les stratégies permettant d'améliorer les techniques de survie à intégrer aux procédures de dialyse à domicile. Notre deuxième invitée est Mme Candelaria Ojeda, qui est infirmière diplômée depuis 1981 et maintenant à la retraite depuis 3 ans, après 35 ans de loyaux services au CUSUM, dans divers départements.
Elle a reçu un diagnostic d'insuffisance rénale il y a environ 15 ans. La maladie héréditaire très rare MUC1, mieux connue sous le nom de Medullary Cystic, progressait lentement jusqu'au point de devoir faire de la dialyse. L'insuffisance rénale qui s'accablait n'a été attribuée à ce gène que depuis 2 ans. Au début 2018, elle a donc commencé la dialyse. Elle a choisi la dialyse péritoniale pour la flexibilité de ses déplacements et l'indépendance de ses traitements. Suite à une complication au cathéter, elle a dû avoir l'hémodialyse pour une période temporaire de 3 mois avant de retourner à la dialyse péritoniale. Au mois de juin 2019, elle a eu la chance d'avoir une greffe rénale dont le donneur était son gentilgendre. Ses principales activités sont les voyages, la cuisine, la couture et la marche en plein air. En dernier lieu, Mme Hélène Boisvert, qui est directrice des programmes de la Fondation canadienne du Rhin Division Québec. Elle travaille à la Fondation depuis maintenant 31 ans. Elle est en charge de la prévention auprès des professionnels de la santé et des groupes à risque, des services aux patients pour les bourses d'études quand des enfants, fonds de dépannage et plusieurs autres, et du don d'organes. Elle est impliquée sur plusieurs comités et sous-comités, tant de la Fondation qu'auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Madame Boisvert pourra répondre aux questions que vous pourrez avoir à propos des programmes et des services offerts de la Fondation canadienne du Rhin. Alors maintenant, je vais passer la parole au Dr Trinh pour le premier volet de notre webinaire. À bientôt. Bon, parfait. Merci beaucoup. Avant d'aborder le sujet des différentes options de traitement, parlons d'abord de qu'est-ce que la maladie rénale chronique. Donc, d'habitude, les reins en santé aident à nettoyer le sang et ils éliminent l'excès de liquide et les excès des toxins qui produit notre corps sous forme d'urine. Ils aident aussi à maintenir l'équilibre des minéraux qui incluent le sodium, le calcium, le potassium et phosphore. Ils contribuent aussi à contrôler la tension artérielle, à la production des globules rouges et aussi produisent de la vitamine D pour maintenir une bonne santé des os. Donc, comme vous voyez, les reins participent à beaucoup de fonctions du corps. Quand on est atteint de maladie rénale chronique, c'est une condition qui mène à une perte graduelle à la capacité de fonctionnement des reins et affecte tous les 5 fonctionnements dont je viens de vous parler. Donc, évidemment, pas tout stade de maladie rénale chronique est aussi sévère et d'habitude, la maladie rénale chronique se sépare en 5 stades de sévérité croissante. Les stades de maladie rénale chronique, on les définit basés sur qu'est-ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire estimé, qui, en d'autres mots, est vraiment le pourcentage de fonction rénale. Donc, on parle de stade 1 quand c'est un pourcentage en haut de 90% et par la suite, vous voyez en ordre décroissant. Donc, dans les stades 1 et 2, donc quand la fonction est en haut de 60%, d'habitude, les patients ne présentent aucun symptôme et les options de traitement, c'est vraiment une surveillance à ce moment-là. À partir du stade numéro 3, où la fonction des reins diminue en bas de 60%, c'est à ce moment-là que les premiers symptômes apparaissent. Et les options de traitement, alors, c'est vraiment d'empêcher et de ralentir la détérioration rénale, mais c'est aussi à ce point où on devrait commencer l'éducation sur les options de traitement pour suppléance rénale.
Par la suite, à la stage 4, les symptômes deviennent plus apparents et il est important d'avoir une éducation plus intensive et de planifier pour la suppléance rénale si indiquée. Et c'est vraiment au stage 5, quand le pourcentage de fonction rénale est en bas de 15 que les symptômes sont de plus en plus sévères et quand il faut vraiment discuter du traitement rénal de suppléance à débuter. Mais la trajectoire de la maladie rénale chronique n'est pas la même pour tout le monde. Il y en a pour certains que la fonction reste stable ou même s'améliore si une cause réversible est découverte. Il y en a pour laquelle la progression est décroissante et linéaire. Et il y en a aussi pour laquelle la progression est non prédictive et elle est non linéaire et rapide. Donc, c'est vraiment important de se faire suivre de façon régulière pour savoir quelle est la trajectoire de chaque patient. Mais quelles sont les répercussions de la maladie rénale chronique? Bon, je vous liste ici quelques symptômes, mais il y en a plusieurs d'autres. Donc, les conséquences chez le patient, donc il peut avoir de la fatigue, de la faiblesse, une accumulation de liquide qui va s'illustrer en tant qu'enflure des membres ou d'essoufflement. On peut avoir une perte d'appétit et ou de poids, un mauvais goût dans la bouche, des nausées et ou vomissements, des difficultés à dormir, des démangeaisons, des crampes musculaires et il faut ne pas oublier qu'il y a aussi des répercussions émotionnelles quand on est atteint de maladie rénale chronique et il y a aussi beaucoup d'autres symptômes non listés. Changeons et parlons maintenant de quelles sont les modalités de traitement avec l'insuffisance rénale chronique. Et c'est surtout les modalités de traitement quand on est au stade 5 de la maladie rénale chronique. Donc, on peut parler de dialyse péritonéale, d'hémodialyse à domicile, d'hémodialyse en centre hospitalier, de greffe rénale ou de traitement conservateur. Et je vais vous parler de chacune de ces modalités en plus gros détail. Avant de débuter, parlons de qu'est-ce que la dialyse. Donc, la dialyse, c'est un traitement qui vise l'élimination des déchets et de l'excès de liquide du sang que les reins qui sont atteints de maladie rénale chronique ne peuvent plus éliminer d'eux-mêmes. En tant que tel, il faut se souvenir que la dialyse ne rétablit pas la fonction rénale et que c'est un traitement de suppléance. Les options de dialyse dont je vous ai parlé et dont je vais vous parler encore davantage se séparent en la dialyse péritonéale versus l'hémodialyse. La dialyse péritonéale, quant à elle, se divise en options manuelles ou automatisées avec le cycleur et l'hémodialyse, quant à elle, se sépare en termes de à domicile ou en centre hospitalier. Débutons par la dialyse péritonéale. Donc, qu'est-ce que la dialyse péritonéale? La dialyse péritonéale, c'est une dialyse qui fait l'utilisation de la cavité abdominale, la cavité péritonéale du patient vis-à-vis un cathéter qui est inséré dans le ventre. Elle se sépare en vraiment 3 étapes et c'est comme ça que la dialyse péritonéale se fait. Donc, premièrement, il y a le drainage où la solution usagée qui contient les déchets et excès de liquide est drainée. Par la suite, il y a le remplissage, dont une nouvelle solution remplit la cavité péritonéale. Et par la suite, il y a la stase, où la solution demeure dans la cavité péritonéale et la dialyse a lieu.
et la solution accueille déchets et excès de liquide. Donc, comme vous voyez l'image ici, on voit une solution qui remplit la cavité péritonéale et une solution qui représente le liquide usé. Et souvent, les liquides viennent dans des sacs déjà préparés et sont à base de sucre. Donc, la dialyse péritonéale, comme vous voyez, elle peut se faire de façon manuelle, ce qu'on appelle la dialyse péritonéale continue ambulatoire, ou par le cycleur, qu'on appelle la dialyse péritonéale automatisée. Dans les deux cas, comme vous pouvez voir, ce traitement se fait à la maison de façon autonome. Pour la dialyse continue ambulatoire, c'est des échanges manuels qui se font à intervalles réguliers au courant de la journée. Souvent 4 fois par jour, le matin, le midi, en fin d'après-midi et par la suite au coucher. Quant à la dialyse péritonéale automatisée, vous voyez ici sur l'illustration qu'il y a un appareil qu'on appelle d'ailleurs le cycleur qui va faire les échanges durant la nuit de façon automatique. Et en général, il reste du dialysat dans la cavité péritonéale pour la journée. Pour ces deux traitements, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de temps libre autour de ces traitements qui permet aux patients d'avoir leurs activités sociales, leurs activités de travail, d'école et leur vie de famille. Quels sont les avantages et quels sont quelques points à considérer avec la dialyse péritonéale? Donc, comme avantage, je vous ai dit que c'est un traitement autonome qui se fait à la maison. Donc, moins de déplacements à l'hôpital ou à la clinique. C'est aussi un traitement, comme illustré, qui est relativement portable et très flexible en tant qu'horaire. C'est un traitement qui est doux parce que ça se fait en continu. Évidemment, comme on utilise la cavité de l'abdomen, il n'y a pas d'aiguille comparé à l'hémodialyse dont je vais vous parler plus tard. La dialyse péritonéale étant si doux, aide aussi à préserver la fonction rénale résiduelle et peut être effectuée pendant le sommeil. Cependant, il y a des points à considérer quand on parle de dialyse péritonéale. Donc, premièrement, elle doit être effectuée à chaque jour. Il y a aussi la présence d'un cathéter de dialyse péritonéale qui est permanent, qui se trouve dans l'abdomen. C'est sûr qu'il y a potentiellement des risques d'infection et comme les solutions sont à base de sucre, il y a un risque de gain de poids qui est pour la plupart du temps minime par contre. Et il y a un espace de rangement qui est requis pour toutes les boîtes, toutes les solutions à la maison. Changeons et parlons maintenant d'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est une dialyse qui se fait par le sang, donc dont le nom hémodialyse. Donc, pendant l'hémodialyse, tel qu'illustré, le sang d'un patient est retiré du corps à travers un accès vasculaire. Par la suite, le sang passe à travers un filtre qu'on appelle le dialyseur qui va nettoyer le sang et par la suite, le sang nettoyé est retourné dans le corps. Et c'est ainsi qu'on fait l'hémodialyse. Donc, je vous ai parlé d'accès vasculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'accès vasculaire, c'est un accès qui est requis pour faire l'hémodialyse. Donc, il y a 3 principales catégories. Donc, on a une fistule qui est un vaisseau qui est créé de façon chirurgicale, qui est utilisé pour accéder le sang. Il y a aussi un greffon. Un greffon, c'est un matériel artificiel qui connecte les vaisseaux et qui est utilisé pour faire de l'hémodialyse.
Pour la fistule et le greffon, souvent, c'est utilisé par l'accès des aiguilles. Contrairement à ça, vous voyez, il y a la présence d'un cathéter central qui est essentiellement un tube fait de matériaux semblables à du plastique qui est inséré dans les veines du cou. Comme vous pouvez voir, les risques d'infection sont plus élevés avec les cathéters centrales parce que c'est des cathéters qui sont en matériaux artificiels qui sont directement en contact avec le sang, comparés aux fistules et aux greffons qui sont créés de façon chirurgicale et qui font l'utilité des vaisseaux propres du patient. Donc, l'hémodialyse, comme je vous ai parlé, peut se faire à domicile ou en centre hospitalier. Débutons par l'hémodialyse à domicile. Donc, quels sont les avantages? Donc, semblable à la dialyse péritonéale, c'est un traitement qui est fait à la maison et qui peut se faire de façon autonome. Et comme elle se fait de façon autonome à la maison, l'horaire de dialyse est aussi très flexible et peut se faire autour de la vie familiale, les activités sociales. La plupart du temps, avec une hémodialyse à domicile qui souvent se fait de façon plus fréquente, les patients ont besoin de moins de médicaments. Et n'oublions pas, il y a moins de déplacements à la clinique ou à l'hôpital. Et similaire à la dialyse péritonéale, elle peut être effectuée pendant le sommeil. Cependant, quelques points à considérer. Donc, l'hémodialyse à domicile, si elle se fait à domicile, on a besoin de l'installation de la machine d'hémodialyse en tant que telle. Et donc, on a besoin d'accès à la plomberie et à l'électricité à la maison. Avec l'hémodialyse, il faut comprendre la machine, les accès vasculaires, etc. Et donc, la période de formation, elle est un peu plus longue, donc de 6 à 8 semaines. Bien sûr, je vous ai parlé de l'accès vasculaire qui est permanent et nécessaire, qui requiert l'utilisation des aiguilles. Donc, quelque chose à considérer quand on compare à la dialyse péritonéale où il n'y a pas d'aiguille. Cependant, comme tout type de dialyse, il y a aussi un risque d'infection et aussi, comme c'est une dialyse qui se fait à domicile, il ne faut pas oublier qu'un espace de rangement est requis à la maison. Donc, l'hémodialyse peut aussi se faire en centre hospitalier. Souvent, c'est un centre qui offre de l'hémodialyse et souvent, ça se fait 3 fois pendant 4 heures, 3 fois par semaine pendant 4 heures en moyenne. Donc, en termes d'avantages, c'est sûr qu'il y a un contact régulier avec d'autres patients, mais aussi avec l'équipe médicale, donc un suivi très régulier. Il y a comme autre avantage, pas besoin d'espace de rangement à la maison parce que ça se fait en centre hospitalier et aucune formation est nécessaire pour le patient. Cependant, en termes de désavantages, il y a un besoin de se déplacer 3 fois par semaine et de rester en moyenne 4 heures pour le traitement. Et je voulais juste vous dire que ce 4 heures-là n'inclut aussi pas le temps de déplacement vers le centre hospitalier. Bien sûr, il y a l'accès vasculaire permanent qui est nécessaire et le besoin d'utiliser les aiguilles. On n'oublie pas le risque d'infection. Et aussi, quand l'hémodialyse se fait avec cet horaire strict, les restrictions alimentaires et liquidiennes sont aussi plus strictes. Et bien évidemment, quand on se base sur l'hémodialyse en centre hospitalier, très souvent, l'horaire est moins flexible et reste fixe, basé sur l'horaire qui est disponible en centre hospitalier ou en clinique.
Donc, je vous ai parlé de dialyse. Maintenant, parlons de la greffe rénale, qui est une autre option de modalité de traitement pour la maladie rénale chronique. Comme je suis sûre que vous êtes au courant, la greffe rénale, c'est quand on se fait donner le rein d'un autre donneur qui est donc attaché à notre vessie et qui fonctionne comme un rein qui fonctionne normalement. Il y a deux types de greffes. Il y a les types de greffes qui proviennent d'un donneur vivant, donc souvent la famille ou un proche, et d'un donneur décédé. Quand on parle de donneur vivant, pour ce processus-là, souvent, c'est de la famille ou d'un proche et le donneur vivant va subir des tests et une évaluation très intensive afin de voir si cette personne est un bon candidat pour donner un rein. Le rein est seulement accepté si les risques sont minimes par rapport au donneur. Le contraire, c'est un donneur décédé, donc un donneur qu'on appelle cadavérique, qui est décédé. Cependant, au Canada, il y a une liste d'attente pour obtenir un donneur décédé et souvent, les patients doivent attendre quelques années sur la liste d'attente avant de pouvoir obtenir une greffe rénale d'un donneur décédé. Alors, quels sont les avantages d'une greffe rénale? Donc, les études nous montrent qu'avec une greffe rénale, les patients ont une meilleure qualité de vie que être traités sous la dialyse. Souvent, les gens ont moins de restrictions alimentaires et les études nous montrent aussi qu'avec une greffe rénale, le risque de mortalité et aussi de morbidité est moins élevé. Donc, les gens ont des résultats plus positifs avec la greffe rénale en tant que mortalité et de maladies cardiovasculaires. Cependant, avec la greffe rénale qui provient d'un autre donneur, il est important de prendre des médicaments pour prévenir le rejet et ce de façon permanente. Et à cause de ces médicaments qui suppriment le système immunitaire, il y a bien sûr les risques d'infection et potentiellement un risque de cancer plus élevé. Dernièrement, parlons de la dernière option de traitement qui s'appelle les soins conservateurs. Les soins conservateurs, c'est vraiment quand le patient et ses proches font le choix de ne pas opter pour la dialyse pour une raison quelconque. C'est ce qu'on appelle des soins de soutien. Et vraiment, avec les soins de conservateurs, les objectifs de un, c'est de préserver aussi longtemps que possible la fonction rénale, mais c'est vraiment de mettre un accent, un focus sur la qualité de vie, le confort et le traitement des symptômes. Souvent, les soins conservateurs se font avec l'aide et le soutien de la famille, des proches, mais aussi d'une équipe multidisciplinaire avec support psychosocial. Donc, vraiment, le choix d'opter pour un traitement non dialyse qu'on appelle des soins de soutien. Donc là, je vous ai présenté toutes les modalités de traitement. Mais quels sont les aspects à considérer afin d'évaluer quelle est la meilleure option pour moi? Quelle est la meilleure option pour une personne quelconque? Donc, ici, non seulement est-ce que c'est important d'avoir une éducation qui débute de façon très tôt, mais les aspects à considérer, c'est quels sont les aspects de qualité de vie qui est important pour vous. Est-ce que
vous travaillez? Est-ce que vous allez à l'école? Est-ce que vous avez envie de voyager? Donc, certaines modalités de traitement sont plus faciles avec les voyages. Est-ce que c'est important d'avoir une vie active, une vie indépendante et autonome? Si l'indépendance et l'autonomie est important, c'est important à considérer les modalités de dialyse qui se font à la maison. La vie de famille. Quelle est la situation au domicile, par exemple? Est-ce que c'est important pour vous les restrictions alimentaires et quel est le niveau de strict des restrictions alimentaires? Quelles sont les activités sociales qui sont importantes pour vous? Quels sont les effets secondaires que vous voulez éviter à tout prix? Quelles sont les fréquences idéales de déplacement à la clinique ou à l'hôpital qui sont importants pour vous? Et bien d'autres aspects sont à considérer. Mais vraiment, il n'y a pas une taille pour tout le monde et c'est vraiment les options à considérer, c'est vraiment individuel pour chacun en tenant compte de tous les aspects que je viens de vous mentionner. Je laisse la parole maintenant à Mme Candelaria Ojeda qui va vous parler de son expérience avec les différentes modalités de traitement et avec la maladie rénale chronique. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, je m'appelle Candelaria, j'ai 59 ans. Je vais vous parler de mon histoire, ma maladie rénale et mes traitements. J'ai une maladie génétique rare qui mène progressivement à l'insuffisance rénale. Tous les membres de ma famille, de mon père, sont décédés de cette maladie. Prochaine. On savait que mon frère et ma sœur en étaient éteints. Ils se sont maintenant tous les deux greffés. Je suis la plus vieille des 3 enfants et je me trouvais chanceuse d'être la dernière à avoir des signes de cette maladie. Prochaine. Avoir une maladie qui n'a pas de nom peut être décourageant. Je vivais beaucoup de frustration lorsqu'on décourageait. Excusez. Avoir une maladie qui n'a pas de nom peut être décourageant. Je vivais beaucoup de frustration lorsqu'on me demandait ce que j'avais. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas non plus si mes enfants en seraient atteints. Il y a 2 ans, finalement, grâce à la recherche en génétique, nous avons eu des réponses. J'ai eu un soulagement lorsque j'ai su que mes 3 enfants n'avaient pas le gène de cette maladie. J'ai été infirmière à l'hôpital pendant 35 ans. J'ai toujours refusé de travailler en dialyse car je ne voulais pas être confrontée à cette réalité. Finalement, le temps m'a rattrapée. Vers l'âge de 40 ans, mes niveaux de créatinine ont commencé à augmenter. Je savais que c'était maintenant mon tour. J'avais vu les conséquences de la maladie sur ma famille. Je savais ce qui m'attendait. J'ai eu un suivi avec une néphrologue. Au début, je n'avais pas de symptômes, mais j'étais suivie de près. Il y a 4 à 5 ans, vers l'âge de 55 ans, j'ai commencé à sentir beaucoup de fatigue. En plus, j'étais réveillée la nuit, pas de crampes aux jambes. Ça commençait à être difficile de finir mes corps de travail à l'hôpital. J'avais moins de concentration pour écrire mes dossiers et je finissais souvent plus tard. Quelques mois avant de quitter, j'ai demandé à travailler uniquement de jour parce que travailler de soir, c'était rendu trop dur. Mon employeur me l'a accordé jusqu'à mon départ. J'ai choisi de prendre ma retraite puisque j'avais droit. Je voulais profiter de la vie avant de commencer les traitements de dialyse. Même si j'étais fatiguée et que j'avais des crampes aux jambes et aux mains, j'ai fait des voyages. Prochaine. J'ai fait des changements à ma diète avec l'aide de diététicienne. J'ai perdu 15 kilos.
Je devais diminuer encore plus ma consommation de sel, de protéines et de potassium. Au début, j'ai trouvé ça difficile. Je pesais toutes les portions pour me faire une idée de ce à quoi j'avais droit, et les portions étaient petites. Après quelques mois, je pouvais le faire à l'œil. Il a fallu que j'apprenne à lire toutes les étiquettes en faisant mon épicerie. Je partais avec ma liste de ce que j'avais droit ou non. Au début, c'était long. J'ai quand même réussi à me trouver quelques gâteries. Comme j'aime cuisiner, j'ai pu adapter les recettes à ma diète. Mon mari a aussi suivi mon régime avec des plus grosses portions. Comme ma fonction rénale diminuait, j'ai fait des démarches pour faire partie de la liste d'attente pour une greffe. Quand j'ai atteint une fonction rénale de moins de 15, un an après ma retraite, les symptômes sont devenus plus importants. J'avais un goût de métal dans la bouche, des nausées, plus de crampes, plus de fatigue, moins d'appétit. Mon teint a changé et les gens me demandaient si j'avais été au soleil. Parfois, je répondais oui pour ne pas avoir à tout expliquer. Avec mon médecin, nous avons convenu qu'il fallait commencer la dialyse. Mais, juste avant, je suis partie en voyage avec ma sœur dans notre pays natal, l'Espagne. Je ne savais pas comment sera la suite des choses, alors il en fallait profiter. J'ai choisi la dialyse péritonale parce que je pouvais la faire à la maison. Ça me donnait plus d'indépendance. Je voulais contrôler la maladie. Je ne voulais pas que la maladie me contrôle. Pour ce type de dialyse, il fallait mettre une cathéter péritonale. L'intervention a été faite, puis il fallait attendre 4 semaines que ça guérisse. En janvier, j'ai eu des cours à l'hôpital, puis j'ai commencé ma dialyse à la maison. Après quelques essais, on a trouvé la bonne dose. Ça me prenait 20 minutes par jour. Ça me prenait 20 minutes par session, 3 fois par jour. À tous les matins, je devais me peser et prendre ma pression. J'avais l'impression que ma maison était envahie par des boîtes de fluides pour la dialyse, même si au fond, on pouvait tout mettre dans un garde-robe. Une fois par mois, un gros camion venait livrer 20 boîtes de matériel pour la dialyse. C'était parfois gênant. Les voisins posaient des questions. J'ai fait un essai pour la dialyse de nuit. J'espérais libérer mes journées. J'étais déçue parce que dans mon cas, ça ne dialysait pas assez bien. Ce n'était pas pour moi. Chez moi, les échanges dans la membrane péritonale ne se faisaient pas assez vite. J'essaie de vivre une vie la plus normale possible. Je n'ai jamais caché ma maladie à mes proches. Même mes petits-enfants, âgés de 4 et 7 ans, connaissaient ma routine. J'ai choisi de prendre le temps d'informer mes amis et ma famille des contraintes de ma condition afin que mes repas soient adaptés et qu'il y ait un endroit disponible pour faire ma dialyse. Ainsi, ma vie sociale pouvait continuer. Je n'étais pas isolée. J'organisais ma journée pour sortir entre mes dialyses. Si j'avais une sortie le soir, je me levais vers 4-5 heures du matin pour dévancer mes dialyses. Quand j'étais invitée chez les gens, j'apportais tout mon kit avec moi. Tout entrait dans la voiture. On pouvait aussi partir des fins de semaine. À un moment donné, 3 fois par jour n'était plus assez. Il fallait augmenter à 4. J'ai commencé à trouver que mes sorties dehors de la maison étaient courtes, mais je gardais quand même de l'autonomie. Comme la compagnie est présente à l'international, j'ai même pu faire livrer mes solutés en Espagne pour des voyages de mois. La dialyse a eu du bon. J'avais moins de fatigue, moins de crampes et j'en avais plus de nausées. J'avais droit à plus de protéines et de potassium, mais il fallait faire attention aux phosphates. Les phosphates, il y en a partout. Mon appétit s'est amélioré et je n'avais plus ce goût étrange dans la bouche. Comme je urinais encore, j'étais chanceuse. Je n'avais pas besoin de contrôler mes liquides. À cause du cathéter, je n'avais pas le droit de prendre des bains, juste des douches. Je ne pouvais pas non plus me baigner à la piscine.
En plus, j'ai dû adapter ma tenue vestimentaire. Je devais permettre le changement de volume de mon abdomen causé par la fluctuation des liquides. Tout n'était pas rose. J'ai eu des complications. En mars 2018, j'avais de la difficulté à drainer la solution de dialyse. C'était inquiétant, mais on m'a dit que c'était en raison de la constipation et de prendre des laxatifs. Mais ça n'a pas réglé le problème. Finalement, le tube était déplacé. Il a pu être replacé avec une petite intervention. En septembre 2018, le même problème arrive et le tube est replacé de nouveau. Mais après, j'ai eu des grosses douleurs abdominales et j'étais incapable de faire ma dialyse pour 3 jours. Finalement, je suis entrée à l'hôpital et on a trouvé le problème. Le cathéter était percé et le liquide n'allait plus au bon endroit. Il fallait me dialyser, c'était urgent. Mon cathéter a été enlevé en chirurgie et je ne pouvais plus faire la dialyse péritonale. Il fallait faire de la hémodialyse. Mon cauchemar a débuté à ce moment. J'avais toujours repoussé la hémodialyse parce que j'avais les images de mon père qui a fait la dialyse dans les années 70 et je me souviens qu'il était magané en arrivant à la maison. Comme la situation était urgente, il a fallu mettre une cathéter veineux centrale près du cou. Une cathéter veineux veut dire pas de douche. Je pouvais prendre un bain pour laver le bas du corps. Pour le haut, c'était la débarbouillette et pour la tête, c'était le lavabo. Je me suis coupé les cheveux pour que ça soit plus facile. J'ai commencé la hémodialyse 3 fois par semaine avec des traitements de 4 heures. Dès la première fois, ça ne fonctionnait pas bien. Le cathéter est positionnel, donc je ne pouvais pas bouger dans la chaise. C'est comme ça à chaque dialyse pour un mois, jusqu'à ce que le cathéter soit changé. J'avais l'impression de perdre le contrôle sur ma situation parce que je dépendais des autres pour faire ma dialyse. Pendant la hémodialyse, parfois, j'avais des crampes sévères aux jambes. Pendant les traitements, je trouvais le temps très long. Au moins, on pouvait jouer au bingo et regarder la télé. J'étais complètement épuisée en arrivant à la maison. J'avais mieux faire la hémodialyse le soir avant de pouvoir me coucher pour la nuit immédiatement après. Je ne pouvais plus profiter de ma journée comme ça. Pour moi, le seul avantage était que j'avais des journées de congé de traitement et je pouvais me permettre de sortir plus longues. La hémodialyse a eu des effets sur ma santé. Ma pression a commencé à augmenter et j'ai eu besoin de plus de médicaments. Ma capacité d'uriner a diminué de 80%. J'ai commencé à surveiller ma consommation de liquide. Je ne pouvais pas prendre plus d'1 litre par jour. Ma diète a changé encore. Maintenant, il fallait faire attention au potassium en plus. La nausée est revenue et j'avais un goût étrange dans la bouche. La nourriture ne goûtait plus la même chose. J'ai perdu l'appétit. Même avec ce type de dialyse, je voulais le faire à la maison. Mais mon nom était sur la liste d'attente. Aussi, j'ai regardé des possibilités de voyagement. Je trouvais que je me débrouillais bien dans les circonstances. C'est pour ça que j'ai été surpris quand j'ai eu une offre spéciale. Ni mes enfants, ni mon mari n'avaient un groupe sanguin compatible avec moi, donc ils ne pouvaient pas être des donneurs directs. Mon mari avait fait des démarches pour une don croisée, mais ça n'a pas fonctionné. À ce moment-là, le mari de ma fille, qui a le bon groupe sanguin, s'est offert comme donneur. Même si je faisais tout pour que ma vie ressemble à une vie normale, ma famille voyait que ma qualité de vie diminuait. Même si j'étais mal à l'aise avec l'idée, il a débuté les démarches pour voir s'il était un donneur potentiel. C'était le début d'un long processus. Rien n'était certain. J'ai continué mes traitements comme si de rien n'était. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Alors que les tests étaient en cours pour lui, j'ai eu une bonne nouvelle. Je pouvais reprendre la dialyse péritonale.
On a remis mon cathéter et juste à temps pour Noël 2018, j'ai repris ma dialyse péritonéale à la maison. Ce n'était pas pareil cette fois-ci. Comme je n'urinais pas beaucoup, ma consommation de liquide était toujours restreinte. Quand j'avais soif, je suçais de la glace. J'ai dû commencer des médicaments pour les phosphates parce que la diète n'était plus suffisante. Les nausées ne sont pas toutes parties et j'ai vomissais parfois. Ma condition empirait. Je dormais 10 heures par nuit. En plus des siestes, j'étais quand même fatiguée. Je commençais à avoir peur que la dialyse péritonéale ne soit plus la bonne option pour moi. En mai 2019, on reçoit la bonne nouvelle que mon gène est en bonne santé et qu'il est compatible. C'est long à voir les résultats, mais à partir de ce moment, ça va vite. Je n'étais pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. Je ne voulais pas que son futur soit affecté par cette décision. Lui n'avait aucune hésitation. Les médecins m'ont expliqué que le processus de sélection est très sévère et que les risques sont minimes pour les donneurs. J'ai finalement accepté. La greffe a eu lieu fin juin 2019. Le rein a fonctionné immédiatement. Mon gène est resté à l'hôpital une seule nuit. Ni un ni l'autre n'a eu de complications de la chirurgie. Après qu'on ait enlevé ma sonde urinaire, j'ai commencé à avoir envie d'uriner tout le temps. C'est le prix à payer pour avoir un rein qui fonctionne. Dès le lendemain, mon entourage a remarqué que mon teint avait commencé à changer. Ma créatinine a baissé drastiquement. Tout va bien. J'ai pu sortir de l'hôpital 15 jours après la chirurgie. J'ai eu des douleurs de la chirurgie pour environ 2 semaines. Après un mois, j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis longtemps. Mon mari était content que je puisse le suivre. Ma diète change pour le mieux cette fois. Je dois une diète normale. Je peux manger comme tout le monde. Je dois maintenant boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça peut ressembler étrange, mais j'ai eu de la difficulté à m'adapter. C'est difficile de se dire qu'on peut tout manger et boire quand on a eu autant de restrictions pendant longtemps. Tous mes médicaments ont changé. Je prends moins maintenant. Ma pression est revenue à normale. Par contre, les médicaments anti-rejets sont pour la vie. C'est sûr que ces médicaments ont des effets secondaires. Je perds mes cheveux, ça m'inquiète. Je ne dois pas m'exposer au soleil à cause des risques de cancer de la peau. Je suis aussi plus à risque des infections. J'ai déjà eu 3 infections urinaires. Je reste loin des gens avec les maladies contagieuses et j'applique avec précaution les règles d'hygiène. Pour la première année, je suis plus à risque de rejet et des infections, dont je ne peux pas voyager. J'ai un suivi médical serré. Au début, il fallait faire des tests sanguins toutes les semaines. Maintenant, je vois le médecin 1 fois par mois. Si tout va bien, les visites vont diminuer. J'aurai un suivi pour la vie parce que la greffe demeure un traitement, ce n'est pas une guérison. Depuis la greffe, ma qualité de vie s'est grandement améliorée. J'ai plus d'énergie pour mes petits-enfants et pour recevoir ma famille. Je n'ai plus de contraintes d'horaire, mais je vis toujours avec la peur de rejet. Heureusement, mon gène se porte bien. Après un mois, il avait repris des activités normales. Jusqu'à maintenant, on peut dire que mon histoire se finit bien. Les 3 différents traitements ont laissé sur ma peau des cicatrices visibles comme ça. Je n'oublierai pas par où je suis passée. J'aimerais remercier ma famille, mes amis et mon époux pour leur présence et le support à travers ma maladie. J'en profite également pour remercier tout le personnel soignant qui est intervenu à chacune des étapes de cette maladie. En terminant, j'ai une pensée pour mon père qui est décédé à l'âge de 43 ans. Mon père a connu la hémodialyse dans les années 70, alors que c'était 6 heures par jour et très dur sur le corps. Il a subi 2 greffes rénales qui ont été des échecs. Il savait qu'il n'avait plus d'espoir pour lui, mais il a quand même dit au personnel soignant, « C'est correct,
en autant que mon expérience puisse un jour en sauver d'autres. Il était loin de se douter qu'avec son expérience, les traitements allaient évoluer jusqu'à permettant à ses enfants de survivre à la maladie rénale et celle-là avec une belle qualité de vie. Merci. Prochaine. Alors, merci beaucoup, Mme Ojeda et Dr. Trin. Nous allons commencer à répondre aux questions soumises pendant la présentation. Je vous rappelle cependant que vous pouvez encore soumettre des questions par l'entremise du volet questions du panneau de contrôle juste au bas de l'écran. Notre première question nous est soumise et elle est adressée à Dr. Trin. La Dr. Trin, pardon. Alors, la première question est la suivante. Dans quelles circonstances la dialyse péritonéale n'est pas possible? Oui, bonjour. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment individualiser et bien évaluer chaque patient de façon individuelle, mais il y a des circonstances pour lesquelles la dialyse péritonéale n'est pas possible. Il faut considérer que c'est une dialyse qui se fait dans l'abdomen. Donc, chez les patients qui ont eu beaucoup de chirurgie abdominale lourde, c'est peut-être pas la meilleure des options, mais comme je vous dis, il faut vraiment considérer ça cas par cas. Chez les gens qui ont les maladies inflammatoires du côlon ou qui sont à risque d'infection sévère dans l'abdomen, la dialyse péritonéale n'est aussi pas la meilleure des options puisqu'il y a un risque plus élevé chez ces gens-là d'avoir une infection dans le ventre. Aussi, je pourrais dire que la dialyse péritonéale est probablement pas idéale pour une jeune femme qui veut devenir enceinte ou qui est enceinte. La dialyse péritonéale n'est vraiment pas une bonne option dans ce cas. Chez les gens qui sont très mal nourris, la dialyse péritonéale, c'est probablement aussi pas la meilleure des options. Mais bon, ça c'est vraiment les situations que je considère. Mais il faut prendre ça cas par cas. Il n'y a jamais de absolument pas, absolument oui pour moi. Merci, Dr. Trin. La prochaine question s'adresse à Mme Ojeda. Mme Ojeda, quel type de dialyse avez-vous préféré et pourquoi? La parole est à vous. J'ai préféré la dialyse péritonéale parce que je pouvais me déplacer facilement. Puis c'était plus doux sur mon corps, sur mon système. J'avais des moins effets secondaires qu'avec la hémodialyse. Si j'étais pour choisir encore, j'irais encore avec la même. J'ai une autre question pour vous, Mme Ojeda, et peut-être que ça exige un complément par rapport à ce que vous venez de répondre. Quels étaient les effets secondaires les plus contraignants pour vous avec le type de soins que vous avez opté? Moi, c'était la nausée, puis le goût étrange dans la bouche qui enlevait le goût de la nourriture, que ça enlevait l'appétit. Puis l'autre, c'est le vomissement. Je ne savais jamais quand j'allais vomir, puis ça venait d'un coup. Ça, je n'aimais pas ça, pas du tout. L'autre symptôme, peut-être, c'est les crampes la nuit, que quelqu'un réveillé la nuit. Là, c'est pas tout à fait quelque chose qu'on aime. Mais je pense que le reste, je pouvais vivre avec. Merci, Mme Ojeda. La prochaine question est pour vous, Dr. Trin. En cas de rejet, est-ce que la dialyse péritonéale demeure une option? Donc, absolument. Si dans le cas où une greffe rénale ne fonctionne plus, la dialyse péritonéale demeure absolument une bonne option. C'est sûr qu'encore une fois, il faut individualiser, mais absolument. Question pour vous, Dr. Trin. Est-ce que la dialyse péritonéale est aussi efficace que l'hémodialyse et quelles en sont les différences sur le plan des résultats médicaux?
Donc, comme je vous ai présenté, la dialyse péritonéale et l'hémodialyse, c'est des traitements qui sont vastement différents. La dialyse péritonéale étant un traitement beaucoup plus doux, tandis que l'hémodialyse se fait de façon intermittente. En termes d'efficacité, c'est une question qui est difficile à répondre parce que la nature de ces deux traitements est complètement différente. Et quand on parle d'efficacité, ça dépend qu'est-ce qui est important pour qui. Les études, je vais juste vous faire le sommaire, nous ont montré que les deux thérapies sont probablement équivalentes en termes de mortalité, en termes de risque cardiovasculaire, en termes de contrôle de pression, contrôle des électrolytes. Je vous dirais de ce point-là, c'est quand même très similaire quand on regarde à l'ensemble des études qu'on a. Mais je crois que ce qui est très différent en termes d'efficacité, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour le patient, puis la qualité de vie qui est important pour la patiente. Donc, c'est une question, bon, c'est comme ça que je répondrais. Je trouve que ça dépend de personne en personne. Merci pour cette réponse, Dr. Trin. Une autre question nous arrive. Est-ce que je peux devenir enceinte sur la dialyse? Question très pragmatique. Oui, donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'avec la maladie rénale chronique, surtout une maladie rénale chronique sévère, c'est sûr que la fertilité est diminuée chez les jeunes femmes. Par contre, c'est absolument possible de devenir enceinte sur la dialyse, mais pour optimiser les résultats d'une grossesse, c'est vraiment mieux d'être sur l'hémodialyse et non la dialyse péritonéale qui ne permettrait pas une grossesse. Mais aussi, ça serait une hémodialyse qu'on appelle intensive, donc pas le 3 fois par semaine. C'est vraiment une hémodialyse qu'on parle de quasiment tous les jours, donc 6 à 7 fois par semaine, sur des périodes un peu plus longues, de plus de 6 heures. Donc, pour reproduire un peu une fonction des reins normale. Donc, souvent, on suggère des dialyses chez une femme enceinte d'à peu près 36 à 40 heures par semaine. Et les études ont démontré que les résultats des grossesses sont très bonnes avec ce genre d'hémodialyse. Par contre, la situation idéale pour une femme qui veut devenir enceinte ou qui va avoir une grossesse, ça serait probablement avec une greffe rénale après la première année et en s'assurant d'une stabilité de la greffe rénale. Merci, Dr. Quinn. Je ne vois plus de questions dans le volet questions et réponses de notre système Zoom. D'abord, on va passer, je vous remercie beaucoup, Dr. Trin et Mme Ojeda. Comme nous n'avons plus de questions pour l'instant, je vais vous remercier pour ce passionnant webinaire et ces informations pour le moins très pertinentes que vous avez livrées à notre auditoire. Avant de passer à la partie finale de notre rencontre, je vais passer la parole à Mme Hélène Boivin qui vous fera la présentation des programmes de la Fondation du Rhin pour la section Québec. Madame Boisvert, la parole est à vous. Alors, bonjour à tous. J'aimerais remercier les conférencières pour leur présentation et surtout le beau témoignage de Madame Ojeda. Alors, je vais vous présenter les programmes et services de la Fondation Division du Québec. Alors, nous avons un programme de prévention. Alors, nous avons des kiosques qui sont réalisés et organisés à travers le Québec lors du mois de mars, qui est le mois du Rhin, et au cours de l'année pour la population en général et pour les groupes à risque. Nous avons également un colloque sur la prévention de l'insuffisance rénale chronique qui est réalisé depuis 2004. Alors, il y a un colloque par année dans différentes régions du Québec pour former les professionnels de la santé non reliés à la néphrologie, comme les médecins de famille, les infirmières, les nutritionnistes, les pharmaciens, des cliniques de première ligne.
Nous avons aussi de l'information qui est offerte aux patients et au public aussi en général. Alors, nous avons des dépliants d'information. Chaque année, nous distribuons à peu près 20 000 dépliants bilingues sur les maladies rénales, leur traitement et autres sujets connexes à travers toute la province. Nous produisons aussi un journal, un bulletin qui est distribué 3 fois par année en version papier et en version électronique. Nous avons le guide à l'intention des patients qui est offert maintenant en 2 volets, gratuitement aux patients. Alors, le premier volet est vivre avec une fonction rénale réduite et vivre avec une insuffisance rénale terminale. Ils sont disponibles en français et en anglais. Et ils existent également sous forme de vidéo et audio pour ceux qui ont des problèmes pour lire. Nous avons aussi un site d'information sur cuisine et santé rénale. C'est de l'information et des outils pour mieux gérer un régime destiné aux maladies rénales. Nous avons également des programmes pour le soutien aux patients. Alors, nous offrons des bourses d'études. Le programme est pour les étudiants qui sont au niveau collégial et universitaire de tout âge. Alors, au Québec, on distribue environ une vingtaine de bourses chaque année. Nous avons aussi un camp pour les enfants dialysés et greffés. Alors, le camp donne la chance à plus de 50 enfants de 6 ans à 18 ans qui souffrent d'insuffisance rénale de passer une semaine de vacances. Le camp est très apprécié par les familles. C'est une semaine de plaisir sous supervision médicale et les parents peuvent ainsi avoir une semaine de répit en toute quiétude. Depuis 5 ans, nous recevons une subvention de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes. Nous avons également un programme d'aide financière de dernier recours. Alors, ce service est offert aux hôpitaux pour dépanner les patients dans une situation d'urgence. Alors, ce service rembourse les dépenses encourues par les patients pour des déplacements, de l'hébergement ou des aliments spéciaux. Il peut aussi être utilisé pour acquérir certains petits appareils justement pour la dialyse péritonéale à la maison, comme l'achat de balances, de tensiomètres ou de tiges à soluté pour faire le traitement. Nous avons aussi un gros programme de sensibilisation aux dons d'organes. Alors, nous avons une campagne sur la greffe rénale afin d'accroître le nombre de reins disponibles au Québec, tant cadavériques que vivants. Nous sensibilisons aussi davantage la population aux dons d'organes, en particulier de faire connaître sa volonté à ses proches. Nous avons des kiosques de sensibilisation sur le don d'organes pour le grand public qui sont organisés lors de la Semaine nationale du don d'organes et lors des marches de la Fondation du Rein qui ont lieu au mois de mai. Il y a à peu près 26 marches à travers tout le Québec. Nous offrons aussi des conférences donneurs vivants. Alors, c'est des conférences qui s'adressent aux patients en attente d'une greffe rénale, aux membres de leur famille et aux proches qui envisagent de faire don de leur rein ou susceptibles de pouvoir communiquer l'information. 3 conférences sont réalisées par année dans différentes villes du Québec. Nous avons aussi pour le don vivant un site Internet qui se nomme jedonneunrein.ca. Alors, ce site a été créé pour donner de l'information aux futurs donneurs au sujet du processus pour le don vivant. Alors, voilà nos services et je passe la parole à Claude. Merci, Mme Boisvert, pour toutes ces informations qui seront très utiles pour tout le monde. J'aimerais vous remercier tous, chacun et chacune d'entre vous, d'avoir participé et suivi notre webinaire sur les modalités de traitement pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. Nous allons vous faire parvenir très bientôt un petit sondage ou un questionnaire sur la présentation et nous apprécierions que vous le remplissiez afin d'avoir vos commentaires. Vous recevrez également un courriel de suivi d'ici 24 à 48 heures avec un lien pour visualiser l'enregistrement du webinaire au besoin. Au nom de la Fondation canadienne du Rein et de nos 2 spécialistes d'aujourd'hui, merci à tous et à toutes d'avoir décidé de vous joindre à nous et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.